Je n'ai jamais aimé les cadeaux qui exigent une notice. Je préfère les objets qui se taisent, comme un stylo à plume ou un dossier classé, ceux qui obéissent à la gravité et à la logique. Pourtant, ce matin-là, Chloé a posé sur ma table un rectangle lumineux qui semblait respirer tout seul, comme un animal domestique de notre époque. « Mamie, enfin Jacqueline, tu vas essayer. » Elle dit toujours Jacqueline quand elle veut me faire comprendre que mon âge n'est pas une excuse, seulement un fait. Elle avait ce sourire net, propre, celui des gens qui ont grandi avec la certitude que tout problème possède une application. Je vis au 5e arrondissement, dans un appartement dont les fenêtres donnent sur un morceau de ciel parisien encadré par des corniches. Il y a des piles de dossiers dans l'entrée, non par désordre, mais par fidélité. Toute ma vie, j'ai rangé le monde dans des chemises cartonnées, avec des onglets, des dates, des signatures. Le reste m'a toujours semblé suspect. « C'est une tablette, dit-elle, comme si j'avais pu confondre cela avec une tartine. Je l'ai prise du bout des doigts. Elle était légère, scandaleusement légère, sans poids moral. À l'écran, une photo d'une femme d'un certain âge riait avec des dents trop blanches. J'ai senti une irritation monter, la même que devant un texte de loi mal rédigé. Et je suis censée faire quoi avec ça ? Chloé s'est assise en face de moi, en terrain conquis. Elle a sorti un papier. Un papier, enfin. Mon âme a reconnu immédiatement la forme rassurante d'un contrat, même si l'objet était d'un ridicule assumé. Une feuille décorée avec un cœur dessiné au feutre et un titre en majuscule, « Accord de 3 mois ». Tu signes, c'est simple. 3 mois sur l'étincelle. Tu discutes un peu, tu rencontres des gens, tu revis. Et si tu refuses, tu viens vivre chez papa et maman à Saint-Maur. On te fera une chambre, on s'occupera de toi. Le mot « s'occuper » a claqué contre ma tasse de café comme une cuillère trop sèche. Je n'ai jamais supporté qu'on s'occupe de moi. J'ai toujours préféré qu'on me consulte. « Tu appelles ça un choix ?» ai-je demandé. « J'appelle ça un cadre. Tu aimes les cadres, non ?» Elle avait raison, ce qui rendait tout plus vexant. Depuis la mort de mon mari, la famille me regarde comme on regarde une porcelaine ancienne, avec admiration, mais aussi avec cette inquiétude vague qu'elle se fêle sans prévenir. Je les entends parfois parler entre eux, pas méchamment, mais avec cette prudence que je connais trop bien, la prudence qu'on réserve à ceux qu'on croit fragiles. Je suis une ancienne avocate. J'ai vu des familles dévorer leurs vieux sous prétexte de protection. Je sais comment un mot se transforme en preuve, comment une attention devient une emprise. Abus de faiblesse. 2 syllabes qui ont la douceur d'une caresse et la violence d'un piège. Il suffit qu'un enfant prononce ces mots avec gravité pour que l'on commence à vous soustraire des choses, vos clés, votre carte bancaire, votre droit de sortir seul, et bientôt votre droit d'être vous-même. Chloé a posé le stylo devant moi comme on pose une arme devant quelqu'un qui doit choisir de tirer ou non. « Ce n'est qu'un jeu, dit-elle, et puis tu es seule, Jacqueline. » Ce seul a trouvé un endroit exact en moi, un endroit que je croyais cimenté. La solitude n'est pas un vide, c'est une architecture. On y circule à l'heure qu'on veut, on y respire sans témoin. Mais elle peut se refermer certains soirs, comme une porte trop lourde. Depuis quelque temps, je sentais cette porte, pas fermée, mais prête. Je me suis entendue répondre d'une voix calme, presque professionnelle. D'accord, mais j'ajoute une clause. Elle a penché la tête, amusée. Clause numéro 1, je ne déménage pas, ni dans 3 mois, ni dans 6 mois. Je ne suis pas un colis. Clause numéro 2, aucune notification sonore. Je refuse d'être convoquée par une sonnerie. Clause numéro 3, je ne donne aucune information patrimoniale, à personne, jamais.
Chloé a levé les mains comme si je brandissais un code civil. Deal. J'ai signé. Le geste m'a étonnée par sa facilité. Mon nom, Jacqueline, a glissé sur le papier comme sur une minute d'acte. Pourtant, juste après, j'ai eu une pensée absurde. Signer ce jeu-là, c'était entrer dans une procédure dont je ne connaissais pas les délais. Chloé a allumé la tablette, une lumière froide a lavé ma table. Elle a créé un compte, vite, avec cette vitesse des jeunes qui n'ont jamais eu peur d'être enregistrés. Au moment de choisir un nom, elle a demandé « Tu veux mettre quoi? Dupont ?» J'ai regardé le mot Dupont comme on regarde une robe qu'on a portée longtemps et qui ne vous ressemble plus tout à fait. J'ai pensé au livret de famille, à mes actes, à mes années de barreau, à ce nom d'épouse qui m'a protégée autant qu'il m'a effacée. Puis j'ai entendu très loin, comme un bruissement d'été dans un coin de mémoire, la lavande froissée entre les doigts, le soleil trop blanc sur des pierres, un prénom prononcé dans une langue de poussière. Non, ai-je dit, mais Morel. Jacqueline Morel. Mon nom de jeune fille, mon nom avant les compromis, mon nom avant les papiers qui changent les femmes en épouses, puis en veuves. Chloé a tapé, satisfaite, comme si elle venait de me rendre une pièce de moi-même. L'application a demandé une photo. J'ai refusé d'emblée. Pas mon visage, ça c'est privé. Mais il faut bien quelque chose. J'ai réfléchi. Derrière moi, sur une étagère, il y avait un vieux classeur et sur ce classeur un ruban violet oublié, resté là depuis des années comme une preuve sans dossier. Je l'ai pris, je l'ai posé sur la table. « Prends ça, le violet, ça suffit. » Chloé a soupiré, mais elle a obéi. L'écran a affiché mon profil minimal, presque austère. Un prénom, une tranche d'âge, une ville et cette couleur violette comme une énigme. Quand elle est partie, la porte s'est refermée avec un bruit de vie normale. Je me suis retrouvée face à la tablette. Elle attendait, impassible, comme un greffier qui vous regarde signer votre propre requête. J'ai murmuré, avec une ironie que je voulais solide, « À 74 ans, mon cœur est archivé ». Puis, j'ai posé mon doigt sur l'écran. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression étrange de commettre un acte irréversible, non pas devant la loi, mais devant le temps. La première nuit, je n'ai pas utilisé l'étincelle. J'ai laissé la tablette sur le buffet, face contre bois, comme on met un dossier sensible sous scellé. Je voulais prouver à Chloé, et surtout à moi-même, que je restais maîtresse du calendrier. Pourtant, vers 2 heures du matin, Paris s'est mis à respirer plus fort derrière les vitres. Les bruits de la rue se sont raréfiés, ne laissant que ce fond sonore qu'on n'entend que lorsqu'on est seul, le frigo, un radiateur, son propre sang. J'ai retourné la tablette. Un halo bleu a éclaboussé la nappe. J'ai eu ce réflexe idiot d'éteindre la lumière comme si quelqu'un pouvait me surprendre. La page d'accueil m'a accueilli avec une douceur artificielle. « Bonjour Jacqueline Morel ». Les applications ont cet art de vous saluer comme un proche, sans jamais vous connaître. Je me suis souvenu d'une salle d'audience, il y a longtemps, du moment où le juge disait « Madame » avec une politesse tranchante. Ici, rien ne tranche, tout glisse. Je n'ai pas parcouru des visages, j'ai lu des descriptions, comme on lit des conclusions. Retraité dynamique, veuf cherche complicité, aime les voyages. Des phrases qui sentent la prudence et la solitude maquillée. La plupart des photos étaient des preuves mal cadrées, sourires forcés, couchers de soleil, petits enfants brandis comme des certificats d'honorabilité. Puis, l'écran a vibré. Pas de son, grâce à ma clause, une notification silencieuse, presque respectueuse, un mot unique, match. Je suis restée immobile, comme devant une assignation inattendue. Le profil n'avait pas de visage, une simple photo, une médaille posée sur un tissu usé et à côté un brin de lavande. Le violet exact, celui que j'avais choisi. Le pseudonyme, J.B., le vieux soldat. J'ai senti un froid précis me passer dans la nuque, pas la peur, quelque chose de plus ancien,
l'instinct qu'on a quand une pièce du passé se déplace sans prévenir. Le message arrivait avec une sobriété qui m'a plu. « Bonsoir, Madame Morel. La lavande vous va bien. » Madame Morel, pas Jacqueline, pas Dupont. Morel comme un nom retrouvé dans un registre oublié. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. J'ai pensé aussitôt à certains des méthodes de certains escrocs. Ils pêchent un détail, ils l'imitent, ils le renvoient à la victime comme un miroir flatteur. J'ai plaidé des dossiers où l'on utilisait l'affect comme une procuration. Je savais tout cela. Et pourtant, ce brin de lavande, ce n'était pas un détail choisi au hasard, c'était une odeur. J'ai répondu, sèchement, par réflexe professionnel. « Bonsoir, qui êtes-vous » La réponse a été presque immédiate. Quelqu'un qui a appris à survivre sans photos. Les photos mentent moins que les gens, mais elles mentent quand même. J'ai eu un rictus. Il y avait dans cette phrase une intelligence qui n'avait pas besoin d'emphase. Je me suis surprise à écrire comme j'aurais interrogé un témoin. Votre initiale B ? Bernard, parfois, un autre nom, souvent. Les dossiers militaires n'aiment pas la poésie. Je me suis raidie. Bernard, c'était un mot banal, un nom si français qu'il ne devrait rien réveiller. Mais dans ma mémoire, il s'est accroché à un autre, Julien Bernard, le binôme entier, intact, comme une signature au bas d'une lettre qui n'est jamais arrivée. Je me suis vue d'un coup à Constantine, 1961. Le soleil n'était pas une lumière, c'était une pression. Il écrasait les épaules, il blanchissait les murs, il faisait briller les casques comme des pièces neuves. On avait beau être jeune, on se sentait vieux de fatigue. La ville sentait la poussière chaude, le café trop fort, et, dans certains jardins, la lavande qu'on faisait pousser pour se donner l'illusion de Provence. Un bruit sec a traversé ma tête, un coup de fou, ou peut-être une porte qu'on claque. À l'écran, JB écrivait encore, et chaque mot semblait venir avec le sable. « Vous étiez là aussi » a-t-il demandé. J'ai failli fermer la tablette. On ne pose pas cette question-là sans raison. On ne remue pas 1961 comme on remue une tasse. J'ai écrit finalement « J'y vécu » et je suis partie. Il a attendu, puis parti comme les autres, les valises trop pleines, les papiers trop légers, la mer comme une frontière administrative. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cœur, soi-disant archivé, venait de remonter un dossier entier sans que je lui ai rien demandé. Je me suis forcée à revenir au présent, au parquet de mon salon, à la scène invisible derrière les immeubles. J'ai tapé avec une précision de juriste. Je ne donne pas d'informations personnelles et je n'en demande pas. Si vous cherchez de l'argent, c'est inutile. Le message est arrivé, presque doux. Je cherche un prénom, celui que je n'ai jamais pu écrire correctement après le porc. Le porc. J'ai senti la lavande se mêler dans ma gorge à une odeur de poudre et de sel, et j'ai compris que l'algorithme n'avait pas seulement fait une rencontre, il venait sans le savoir d'ouvrir une archive que j'avais scellée à double tour. Je n'ai pas dormi. Ou plutôt j'ai dormi comme on dort après une plaidoirie, par tranches, avec des retours brusques à la conscience, la bouche sèche, le cœur en alerte. À l'aube, Paris avait cette transparence de verre lavé. Les boulangers soulevaient leurs rideaux métalliques, les bus traçaient leurs lignes comme des articles de loi sur l'asphalte. Dans ma cuisine, je me suis fait un café trop serré, persuadée que la caféine allait remettre de l'ordre dans mon esprit. Elle n'a fait que donner plus de netteté à l'inquiétude. Je cherche un prénom. Cette phrase, je l'avais lue 10 fois, comme on relit une clause ambiguë. Je savais, d'expérience, qu'une phrase peut être un hameçon, et pourtant, il y avait quelque chose d'inutilement exact dans « le porc ». Les escrocs, quand ils se prétendent anciens combattants, parlent de la guerre comme d'une brume. Ils évitent les lieux précis, les détails qui peuvent les trahir. Là, au contraire, le détail n'était pas une décoration, c'était une clé. J'ai ouvert un tiroir. Je n'y cherchais rien et je savais exactement ce que j'allais prendre. Un petit carnet noir, cuir craquelé, fermé par un élastique fatigué. Mes carnets de l'époque où, jeune femme, je croyais qu'écrire suffisait à retenir le monde. Je n'avais pas relu ces pages depuis des années, pas par courage, par hygiène. J'ai tourné. Une date, mars 1961. Des phrases courtes, tracées à l'encre bleue, des mots comme des halètements. Puis, entre deux lignes, une tache brunie. Du café? Du sang? Non, probablement du café.
La mémoire aime dramatiser, mais le papier, lui, reste factuel. Constantine. Le soleil frappe les pierres comme un marteau. Julien dit qu'on ne s'habitue jamais. Julien. Le prénom était là, nu, sans défense. J'ai senti la même gêne que lorsqu'on prononce en audience le nom d'un mort, ce mélange d'intime et de public, de vérité et d'indécence. Je suis retournée à la tablette. J'ai relu le profil, médaille, lavande, JB. Je me suis surprise à examiner l'image comme un expert examine une pièce. Quel type de médaille? Quelle usure? Était-ce une photo prise aujourd'hui ou le cliché d'une photo ancienne? Le juriste en moi cherchait une faille. La femme, elle, cherchait une voix. J'ai écrit « Quel prénom ?» Il a mis du temps à répondre. Cette fois, pas d'immédiateté. J'ai imaginé ses doigts hésitants ou un regard perdu dans une chambre trop blanche. J'ai imaginé ce que j'imagine souvent depuis que j'ai 74 ans, la fragilité de l'autre qui ressemble soudain à la mienne. Enfin, Jacqueline. Je me suis redressée. Le café a tremblé dans la tasse. Ce n'était plus une coïncidence agréable, c'était une précision dangereuse. J'ai répliqué, plus dur, « Beaucoup de femmes s'appellent Jacqueline. »« Oui, a-t-il écrit, mais je parle de celle qui lisait le Code civil comme un roman et qui cachait son parfum derrière une écharpe pour ne pas attirer les regards. » Je n'ai pas bougé. Dans ma tête, une scène s'est imposée avec une violence calme. Un couloir d'immeuble à Constantine, l'ombre fraîche, une fenêtre entr'ouverte, et moi, la main sur mon cou, ajustant une écharpe légère. Il avait remarqué. Julien avait toujours remarqué. J'ai fermé les yeux. La peur maintenant avait un autre visage, celui d'être ridiculisée par ma propre émotion. À cet âge, un frisson peut être interprété comme une faiblesse, et la faiblesse dans une famille devient vite un dossier. Je me suis forcée à revenir à la logique. Si vous êtes Julien Bernard, ai-je tapé, prouvez-le, sans théâtre. La réponse est arrivée, simple, presque sèche. Je ne suis pas Julien Bernard sur le papier, je ne l'ai plus été longtemps. Après l'hôpital, après le rapatriement, on m'a attribué un autre nom, un nom d'usage, et le vrai s'est perdu dans les archives, comme vous. Comme moi, oui, Dupont avait effacé Morel, et Morel avait effacé la jeune fille de Constantine. Nous étions deux identités dispersées dans les marges administratives. Je n'ai pas répondu. J'ai posé la tablette à plat, comme on pose une pièce à conviction. Dans le silence, j'ai entendu, très loin, un port. Non pas celui de Paris, mais celui d'Alger ou d'Oran, je ne sais plus. Des cris, des pas précipités, le métal des rampes brûlant sous la paume, et cette phrase que quelqu'un avait lancée derrière moi, « On n'emporte pas la vie entière, madame ». À cet instant, j'ai compris le piège le plus subtil. L'algorithme n'était peut-être pas en train de me tromper, il était en train de me rendre. Je me suis mise à enquêter avec une honte discrète, comme si je trahissais une part de poésie en ramenant tout à des pièces justificatives. Mais je suis faite ainsi. Quand l'émotion monte, ma raison cherche un appui, un article, un précédent. L'amour, à mon âge, n'est pas une folie romantique, c'est un acte qui doit résister à l'examen. J'ai ressorti une boîte en fer, celle où je garde les papiers que je n'ai jamais eu le courage de jeter, le genre de boîte que les enfants trouvent après votre mort et qu'ils ouvrent avec une piété curieuse. À l'intérieur, un certificat de mariage, des correspondances jaunies, des copies d'actes et au fond, une enveloppe sans timbre, la seule lettre que je n'ai jamais envoyée. Sur l'enveloppe, une adresse à Constantine, écrite de ma main, et un nom, Julien Bernard. Je l'ai tenu un moment, comme si le papier pouvait encore vibrer. Puis j'ai compris, si JB disait vrai, il ne suffisait pas qu'il se souvienne de mon écharpe, il fallait que l'histoire administrative tienne debout. La guerre d'Algérie n'avait pas seulement séparé des corps, elle avait fragmenté des identités. Les rapatriés pieds noirs avaient débarqué en France avec des valises et des actes incomplets, parfois des livrets de famille reconstitués, des noms réécrits, et les militaires, eux, portaient des matricules plus fiables que leur propre visage. J'ai ouvert mon ordinateur, celui qui, lui, ne me trahit pas de cœur et de smiley. Sur le bureau, un dossier s'appelait « Hôpitaux militaires », vieille habitude, donnée au souvenir des titres sobres. J'y avais autrefois glissé des liens, des notes, des références, au cas où... Au cas où quoi? Au cas où la vie déciderait de me rendre ce que je croyais perdu.
Je n'étais pas naïve. Accéder aux archives de santé, même anciennes, relève du secret médical. Mais il existe des failles légales. Les dossiers communiqués aux ayants droit, les demandes motivées, les recoupements par date, par lieu, par unité. J'ai fait ce que je faisais jadis. Je me suis construit un faisceau. J'ai demandé à JB, sans douceur, « Votre année de naissance, votre unité en 1961 et le nom sous lequel vous avez été rapatrié. » Il a répondu par fragments, comme on donne un témoignage sans vouloir se trahir. 1939, 23e régiment, pas longtemps, puis hôpital, rapatrié sous le nom de Bernard Delmas. Je ne l'ai jamais choisi, on me l'a collé, parce qu'un formulaire avait besoin d'être rempli. Bernard Delmas, un nom composé, typiquement administratif, typiquement réparation. J'ai senti la vérité possible, ces erreurs-là existaient. Dans le chaos, un tiret peut décider d'une vie entière. Je me suis surprise à sourire, mais ce sourire était amer. Moi aussi, on m'avait collé un nom, Dupont. Puis plus tard, on m'avait retiré des droits sans le dire, au nom du repos et de la sécurité. Le nom d'usage, c'est l'élégance du piège. Il vous protège et vous efface. Je suis descendue jusqu'à la commode du salon et j'ai sorti mon livret de famille. Les pages se sont ouvertes comme un petit tribunal domestique. Mariage, naissance de mon fils, décès de mon mari. À côté, mon nom de jeune fille apparaissait, discret, comme un témoin qu'on n'appelle jamais. Je me suis vue, à Marseille, après la traversée, une foule serrée, des enfants qui pleuraient sans savoir pourquoi, des adultes qui parlaient trop fort pour ne pas entendre leur propre peur. Les rapatriés, on les appelait les revenants, mais on ne revient jamais intact, on revient avec des papiers que l'État promet de régulariser et avec un passé que personne ne veut vraiment écouter. À l'écran, JB a écrit « Je ne vous ai pas retrouvé parce que je cherchais Dupont, je cherchais Morel, et Morel n'existait plus. » J'ai eu un frisson de colère, pas contre lui, contre cette mécanique froide qui, en changeant nos noms, avait changé nos destinées. J'ai tapé, plus doucement malgré moi, « Et moi, je vous cherchais sous Bernard, pas sous Delmas. » Un silence a suivi, puis, alors l'algorithme a fait ce que les archives n'ont pas su faire. Je me suis adossée à ma chaise. Les lignes du présent, Paris, l'écran, la loi, s'entremêlaient aux lignes du passé, Constantine, le port, la lavande. J'avais l'impression d'être à nouveau cette jeune femme qui croyait que la vie se décide dans un regard, alors qu'elle se décide aussi dans une case mal cochée. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur d'être confondue, pas encore. J'avais peur simplement que tout cela soit vrai, parce que la vérité, parfois, coûte plus cher que le mensonge. Le danger n'est jamais entré chez moi par la tablette. Il est entré par la voix de mon fils, un dimanche après-midi, nette, inquiète, inutilement posée. « Maman, tu sembles distraite ces temps-ci ?» Il a toujours dit « maman » quand il voulait redevenir l'enfant raisonnable face à une autorité qui vacille. Je l'ai laissé parler. Les avocats apprennent tôt que le silence provoque plus d'aveux que les questions. « Chloé m'a dit que tu discutes avec quelqu'un, en ligne. » Voilà. Le mot était lâché, comme une pièce à conviction posée sur la table. « Je discute ?» ai-je répondu. « Comme je lis, comme je pense, ce sont des activités autorisées. » Il a souri, ce sourire professionnel qu'il utilise avec ses clients, car il est devenu ce que j'avais espéré, prudent, organisé, convaincu que le monde se maîtrise par anticipation. Tu sais que ce genre de situation peut être délicat, il y a des gens qui profitent. Il n'a pas prononcé le terme, il n'en avait pas besoin. Abus de faiblesse flottait entre nous, comme une fumée froide. Je l'ai presque admiré. Il citait un concept juridique sans le nommer, croyant ainsi me ménager. Je connais mieux que toi les critères constitutifs de cette infraction, ai-je dit calmement. La vulnérabilité doit être caractérisée, l'intention frauduleuse démontrée, et surtout, il faut une atteinte au patrimoine ou au consentement. Il a soupiré. Tu raisonnes comme si tu plaidais encore. Je raisonne comme quelqu'un qui refuse d'être dépossédé de sa lucidité par précaution excessive. Il s'est levé,
à regarder autour de lui, ces meubles que j'ai choisis, ces livres que j'ai lus, cette vie rangée selon mes propres règles. J'ai vu passer dans son regard cette tentation dangereuse, celle de croire que l'amour filial donne un droit de regard sur la liberté de l'autre. « Tu as donné de l'argent » a-t-il demandé. « Non. » « Des informations ? » ?»« Non. »« Tu l'as rencontré ? » ?»« Pas encore. » Le « pas encore » a résonné comme une provocation. Je l'ai laissé faire. Je sais que les enfants redoutent moins la perte de leurs parents que leur autonomie retrouvée. Quand il est parti, j'ai fermé la porte doucement. Puis, j'ai appuyé mon front contre le bois un instant, non par fatigue, par lucidité. À mon âge, le danger ne vient pas seulement des autres. Il vient du soupçon permanent qui transforme chaque émotion en symptôme. J'ai repris la tablette. JB n'avait pas écrit depuis le matin. Ce silence-là n'était pas stratégique, il était respectueux. Je l'ai apprécié comme on apprécie une absence de pression. Je lui ai écrit la vérité, sans défense inutile. Ma famille s'inquiète. Ils pensent que je pourrais être manipulée. Il a répondu longtemps après. Ils ont raison de s'inquiéter. Les gens de notre génération ont appris à se méfier. Mais je ne veux rien vous prendre. Je veux vérifier que je n'ai pas rêvé. Cette phrase m'a atteinte plus que toutes les autres. Vérifier que je n'ai pas rêvé. C'est exactement ce que je faisais moi aussi depuis le début. À 74 ans, on ne craint pas tant de mourir que de découvrir que ce qui vous a construit n'était qu'une fiction mal conservée. J'ai regardé par la fenêtre. Le soir tombait sur Paris avec cette élégance indifférente qui ne promet rien. J'ai pensé à Julien, ou à JB, ou à Bernard Delmas, et à cette guerre qui nous avait séparés sans même nous offrir une scène d'adieu. Les coups de feu au port, les cris, la course vers un bateau dont le nom m'échappe encore. Tout cela avait été classé événement, jamais destin. J'ai écrit, posément, « Je ne cherche pas à revivre le passé, je veux seulement savoir s'il m'a réellement appartenu. » Il a répondu presque aussitôt, « Alors, rencontrons-nous, dans un lieu public, sans promesse. » Sans promesse, c'était une formule juridique parfaite, ni engagement, ni renoncement. Un espace neutre, comme un préambule. J'ai posé la tablette sur la table, à côté de mon livret de famille. 2 objets, 2 époques, 2 systèmes de preuves. Et pour la première fois, j'ai admis ceci. Le vrai conflit ne serait pas entre lui et mes enfants, ni entre l'amour et la loi. Il serait entre la peur d'être protégé et le courage de choisir encore. J'ai choisi le lieu comme on choisit une juridiction compétente. Ni intime, ni anodin. Le jardin devant la mairie du 5e arrondissement s'est imposé à moi avec une évidence presque ironique. Des bancs publics, des arbres anciens et surtout le bâtiment où l'on déclare les naissances, les unions, les décès. Là où l'existence devient officielle. S'il y avait un mensonge, il s'y sentirait à l'étroit. Je suis arrivée en avance, toujours. L'habitude du barreau ne s'efface pas. J'ai observé les passants, ces silhouettes pressées ou lentes, indifférentes à mon attente. Il y avait des couples jeunes, absorbés par leurs écrans, et des touristes qui prenaient la façade en photo sans savoir ce qu'on y scelle vraiment. Je me suis assise sur un banc. Dans mon sac, j'avais glissé mon livret de famille, non comme une arme, mais comme un ancrage. Je savais que ce geste pouvait sembler théâtral. Pourtant, à mon âge, la théâtralité n'est qu'une façon polie de se rassurer. Je l'ai vu arriver sans le reconnaître. Un homme grand, un peu voûté, vêtu avec une élégance discrète qui ne cherchait pas l'approbation. Pas de canne, mais une lenteur mesurée, celle de ceux qui ont appris à économiser leurs gestes. Il s'est arrêté à quelques mètres, a regardé autour de lui, puis son regard s'est posé sur moi. Il n'a pas souri immédiatement. Ce détail m'a frappé. Les hommes qui veulent séduire sourient trop vite. Lui, non. Il a hésité, comme on hésite avant d'entrer dans une pièce où l'on a déjà vécu. « Jacqueline » a-t-il dit. Sa voix n'était pas celle que j'avais gardée en mémoire. Elle était plus grave, plus posée. Mais la façon de prononcer mon prénom, légèrement appuyé sur la dernière syllabe, m'a traversée sans ménagement.
Il n'y avait là ni flatterie, ni reconnaissance spectaculaire, juste une exactitude. « Julien ?» ai-je répondu, sans titre, sans précaution. Il a hoché la tête, lentement, comme si ce simple mouvement engageait 50 ans. Nous sommes restés debout, face à face, ridiculement solennels pour deux personnes qui se retrouvaient après une vie entière. J'ai senti le regard des autres glisser sur nous, sans s'arrêter. Les retrouvailles spectaculaires appartiennent au cinéma. Les vraies sont souvent muettes. « Vous n'avez pas changé », a-t-il dit. J'ai presque ri. Vous non plus, mais ce n'est pas un compliment fiable. Il a souri alors. Un sourire bref, fatigué, mais sincère. Nous nous sommes assis. Le banc était froid malgré le soleil pâle. « Je ne voulais pas vous surprendre », a-t-il commencé. « Je ne voulais surtout pas vous troubler. »« J'y êtes parvenu quand même », ai-je répondu. « Mais ce n'est pas un délit. » Il a baissé les yeux, comme soulagé. Je l'ai observé sans indulgence excessive. Les rides profondes, les mains nerveuses, la manière dont il gardait ses genoux légèrement écartés, comme à l'armée. Il n'y avait rien de théâtral chez lui, rien de vendeur. Après le port, on m'a emmené à l'hôpital. J'avais un éclat dans la jambe. Puis plus rien n'a suivi comme prévu. J'ai été rapatrié sous un autre nom. On m'a dit que c'était temporaire. Le temporaire a duré toute une vie. Il a marqué une pause. J'ai cherché, longtemps, puis j'ai cessé. Et un jour, cet écran m'a montré de la lavande. Je me suis entendu répondre presque sèchement. Un algorithme n'a pas de mémoire affective. Non, a-t-il dit, mais il a une logique. Et parfois, la logique tombe juste. Je n'ai pas sorti le livret, pas encore. Je n'ai pas posé de questions précises. Je voulais autre chose, sentir si sa présence m'appartenait encore un peu ou si elle n'était qu'une archive réveillée. J'ai dit à ma famille que j'étais vulnérable. Il a relevé la tête, droit. Ma famille aussi. Mes enfants parlent de notaire, de protection, de capacité. Ils ont peur que je modifie des choses qui ne leur appartiennent pas encore. Je l'ai regardé longuement. Cette phrase-là, aucun escroc ne l'aurait formulée ainsi. Il parlait déjà de droit des successions sans le savoir, ou en le savant trop bien. « Je n'attends rien de vous », ai-je dit, enfin. Ni argent, ni promesse. Je veux juste comprendre ce que nous sommes devenus. Il a posé sa main sur le banc, à distance de la mienne. Il n'a pas tenté de me toucher. Moi aussi, et si cela doit rester une compréhension, cela me suffira. Nous sommes restés ainsi, côte à côte, devant la mairie. Deux existences qui avaient traversé des lois, des guerres, des changements de nom. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas être jugée. Je me suis dit que le plus grand luxe, à notre âge, n'était pas l'amour retrouvé. C'était d'être encore capable de choisir en pleine capacité. Nous avons marché un peu, sans but déclaré. Les pas font souvent mieux que les questions. Ils donnent au corps le temps d'accepter ce que l'esprit conteste encore. Paris avait cette douceur de fin d'hiver, une lumière propre, presque juridique, qui n'exagère rien. Julien, j'ai décidé de l'appeler ainsi, au moins entre nous, s'arrêtait parfois devant une vitrine, non pour acheter, mais comme s'il avait besoin de vérifier que le monde continuait à produire des objets inutiles. « Vous êtes toujours exact ?» a-t-il dit. C'est une manière élégante de dire difficile. Non, une manière de dire solide. Le mot m'a touché plus que je ne l'aurais admis à voix haute. Les femmes de ma génération ont appris à se méfier des adjectifs tendres. Ils servent parfois à obtenir des concessions. Mais la façon dont il l'avait prononcé ne demandait rien. Elle constatait. Nous avons fini par nous asseoir à la terrasse d'un café, à bonne distance de l'intimité. J'ai choisi une table où l'on voit l'entrée, réflexe de sécurité acquis dans des dossiers de divorce conflictuels et de succession venimeuse. Lui a commandé un thé, moi un café. La scène aurait pu être banale si je n'avais pas senti derrière chaque geste l'épaisseur de 50 ans. « Je vis dans une résidence », a-t-il dit. Une de ces maisons qu'on appelle haut de gamme pour que la solitude coûte plus cher. Mes enfants disent que c'est pour mon confort. Je sais que c'est aussi pour leur tranquillité. J'ai acquiescé.
Le mot résidence a en France une élégance trompeuse. Il cache souvent une mise à distance. Et vous ? A-t-il demandé. Je vis chez moi, tant que je peux. Et je peux. Il a souri, comme si cette phrase lui rappelait une autre Jacqueline, celle de Constantine, déjà décidée à ne pas se laisser déplacer. Nous avons parlé de choses simples, la ville, les livres, la façon dont tout est devenu numérique sans demander l'avis de ceux qui ont vécu avant. Puis, sans transition, il a dit « J'ai vu un notaire la semaine dernière ». Je me suis redressée légèrement. De contrainte ou par choix? Les deux. Mes enfants ont découvert l'application. Ils ont parlé de risques, de manipulation. Ils ont prononcé les mots « abus de faiblesse », comme si j'étais déjà un dossier médical. Alors, j'ai voulu être claire, mettre de l'ordre avant qu'on m'en impose. Il y avait dans sa voix une dignité qui m'a rappelé les hommes âgés en audience, ceux qu'on traite comme des meubles encombrants, alors qu'ils ont traversé des tempêtes. « Le notaire vous a conseillé quoi ?» ai-je demandé. « De ne rien signer sous le coup de l'émotion, c'est leur phrase favorite. Je n'ai pu m'empêcher de rire, un rire bref, sec. Ils oublient que l'émotion, à notre âge, n'est pas un orage, c'est un climat. » Julien a baissé les yeux vers sa tasse. « Je n'ai pas de désir de vengeance, a-t-il dit, ni contre mes enfants, ni contre la vie, mais j'ai une envie de justice, de réparation, pas par l'argent, par le fait de reconnaître ce qui a existé. » Il a sorti de sa poche un papier plié. Le geste m'a fait presque mal. Un papier, encore, toujours des papiers. « J'ai une copie de mon acte de naissance, a-t-il dit, et de mon nom d'usage. C'est un bricolage administratif, un tiret, un tampon, et tout le monde a fait comme si j'avais choisi. » Je l'ai regardé sans prendre le papier. « Vous comprenez ce que cela implique, Julien, à 74 ans et à... Quel âge avez-vous ? 86. » Le chiffre a flotté entre nous, lourd et simple. À 86 ans, modifier un testament, changer des dispositions, c'est une bombe familiale, même si c'est légitime. « Je sais, a-t-il murmuré. C'est pour ça que je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas que votre présence dans ma vie devienne un procès. » J'ai senti un respect immédiat pour cette phrase. Il ne cherchait pas à m'acheter une place, il cherchait à m'épargner une guerre. Alors, ai-je dit, il faut penser comme des juristes, avec un cœur, mais sans naïveté. Je me suis arrêtée. J'ai choisi mes mots comme on choisit une clause de sauvegarde. Il existe une solution, une forme de lien qui protège sans voler, qui officialise sans déshériter. Vous connaissez le Pacs ? Il a relevé la tête surpris. J'en ai entendu parler, pour les jeunes et pour les impôts. Pas seulement, c'est un contrat de vie commune, un cadre, une solidarité. Et surtout, ce n'est pas un mariage. Le droit des successions n'est pas bouleversé comme il le serait autrement. Vos enfants gardent leurs droits et nous gardons notre liberté. Julien m'a regardé longtemps. Dans son regard, il y avait quelque chose de brûlé et de doux, comme le soleil de Constantine sur une pierre froide. « Vous êtes restée avocate, Jacqueline, a-t-il dit, même quand vous parlez d'amour. » J'ai répondu doucement, sans triomphe. « Non, je suis restée moi, et c'est précisément ce que je refuse de perdre. » Le mot « Pacs » a changé la couleur de l'air. Il a introduit entre nous cette présence impalpable qui accompagne toute décision en France. L'ombre d'un dossier, d'un formulaire, d'un héritage à protéger ou à contester. Julien a bu une gorgée de thé comme s'il avalait une idée trop chaude. « Mes enfants vont penser que c'est une stratégie, » a-t-il dit. « Ils vont croire que vous... » Il n'a pas fini sa phrase. Il n'osait pas, par élégance, formuler l'accusation. Moi, je n'ai jamais eu cette pudeur-là. Qu'ils croiront que je suis là pour l'argent, ai-je complété. Qu'ils croiront que je profite d'un homme âgé. Qu'ils invoqueront la vulnérabilité, la pression, la captation. Il a hoché la tête. Les familles se ressemblent, quels que soient leurs meubles. « Et les vôtres ?» a-t-il demandé. J'ai pensé à mon fils, à sa voix prudente, à sa peur d'être un mauvais fils s'il ne me surveillait pas. J'ai pensé aussi à Chloé,
à son contrat dessiné au feutre comme une plaisanterie qui s'était transformée en événement. Les miens pensent que l'amour tardif est un symptôme, ai-je dit, une sorte de dérèglement, comme si désirer encore était un signe de confusion. Julien a baissé la tête, puis il a murmuré « On nous préfère stable, immobile, prévisible ». Cette phrase m'a ramené brutalement à 1961. À Constantine, les adultes aussi voulaient des choses stables. Ils parlaient de maintien de l'ordre, de pacification, comme si ces mots pouvaient couvrir l'odeur de la peur. Je me suis revue sur un balcon, la lavande dans un pot en terre, et en bas, des hommes qui couraient, le bruit sec des coups de feu au port, une panique qui ne laisse pas le temps de choisir. Je suis revenue au présent en serrant mon sac. Si nous faisons cela, ai-je dit, il faut un notaire, pas pour dramatiser, mais pour sécuriser. Un pax, c'est un contrat. On peut y aménager la vie commune, la contribution aux charges, des clauses de séparation, et surtout, on doit anticiper le regard des familles. Julien a levé les yeux vers moi, presque enfantin, malgré son âge. Vous seriez prête à affronter ça ? La question n'était pas « m'aimez-vous », elle était plus honnête. Êtes-vous prête à tenir ? J'ai répondu sans héroïsme « Je suis prête à ne pas être déplacée comme un meuble ». Nous avons décidé de nous revoir. Pas le lendemain, je refuse la précipitation, je la connais trop bien. Une semaine plus tard, dans l'étude d'un notaire que je connaissais de réputation, un homme de la vieille école, celui qui parle peu et écoute les silences. Julien a proposé de me rejoindre avec ses documents. Je lui ai demandé de venir seul. Seul, ai-je insisté, sinon ce sera une scène, et les scènes fabriquent des camps. Le jour venu, je suis entrée dans l'étude avec cette sensation étrange, revenir dans un monde qui était le mien, mais non plus en tant que personnage, non plus en tant que professionnel. Le couloir sentait le bois ciré et le papier ancien. Cette odeur-là a toujours eu sur moi un effet paradoxal. Elle rassure, mais elle rappelle aussi que tout finit en archives. Le notaire, maître Lemaire, nous a salués avec une politesse exacte, sans curiosité déplacée. « Madame Dupont, ou dois-je dire Madame Morel ?» a-t-il demandé, en consultant un dossier. J'ai senti un petit choc. Entendre ces deux noms dans la même phrase, dans un lieu où chaque nom engage, c'était comme voir mes deux vies se toucher enfin. « Jacqueline suffira », ai-je répondu. Julien a posé sur le bureau ses papiers, acte de naissance, preuve de résidence et cette mention de Bernard Delmas qui ressemblait à une cicatrice. Maître Lemaire a parcouru les documents, puis a levé les yeux. Vous savez, le Pacs ne règle pas tout en matière de succession. Il organise la vie, il sécurise certaines démarches, mais il ne crée pas, comme le mariage, une vocation successorale automatique, sauf disposition particulière, et il n'efface pas les enfants. Je me suis entendu répondre avec cette fermeté calme qui m'a parfois sauvée. Justement, nous ne voulons pas effacer personne, nous voulons exister sans déclencher une guerre. Le notaire a marqué un temps, puis a hoché la tête, comme s'il reconnaissait la nature exacte du litige, non pas une cupidité, mais une peur. Julien a alors prononcé une phrase que je n'avais pas prévue. « Et si mes enfants veulent me faire déclarer incapable ?» Le silence est tombé, lourd, presque religieux. Maître Lemaire a posé sa plume. « Alors, a-t-il dit, il faudra des preuves, non seulement de votre volonté, mais de votre discernement. Et parfois, il faut une audience. Une audience. Le mot est revenu comme un gong. Je n'étais plus seulement une femme qui retrouve un amour, j'étais une femme qui allait devoir défendre, une dernière fois peut-être, le droit simple d'être libre, jusqu'au bout. L'audience n'a pas eu lieu au tribunal, du moins pas encore. Elle a commencé, comme souvent, dans un salon trop bien rangé, avec des voix qui se tiennent et des phrases qui coupent. Maître Lemaire avait proposé, avec cette prudence des notaires qui savent que les familles sont des champs de mines, une réunion d'explication avant toute signature. Une table neutre, une conversation encadrée, un procès sans robe. J'ai accepté, Julien aussi,
Nous savions que la transparence est parfois la seule arme élégante. Dans l'étude, 2 jours plus tard, les enfants de Julien sont arrivés en bloc. Une femme aux cheveux parfaitement lissés, un homme au regard calculateur et un autre plus jeune qui semblait là par loyauté plus que par conviction. Ils portaient la même politesse glacée que j'ai vue dans tant de dossiers, celle qui fait semblant de respecter l'autre tout en le disqualifiant. Mon fils, de son côté, a tenu à venir. Il s'est assis près de moi comme un avocat junior, prêt à me soutenir. Je l'ai laissé faire. Certains enfants ont besoin de s'imaginer protecteurs pour ne pas se sentir coupables. Maître Lemaire a commencé par rappeler les faits, d'une voix basse et ferme. Il est question d'un pax, pas d'un mariage, pas d'un changement de testament immédiat. Il est question d'organiser une vie commune et des droits pratiques, logement, solidarité, démarche. La fille de Julien a souri, un sourire sans chaleur. Maître, nous comprenons très bien les mots. Ce qui nous inquiète, c'est le contexte. Elle a prononcé contexte comme on prononce faute. Mon père est âgé, a-t-elle ajouté. Il est influençable. Il vit en résidence. Il a des fragilités. Julien a redressé la tête. Je suis âgé, oui, pas un enfant, et encore moins un dossier. L'homme au regard calculateur a pris la parole, calmement. Nous voulons simplement être certains qu'il n'y a pas d'abus. Le mot est tombé, abus, comme une pierre dans l'eau. Je l'ai senti vibrer en moi avec une colère froide. Ils utilisaient la loi comme un parfum de respectabilité. Je me suis penchée légèrement, sans élever la voix. Permettez-moi, ai-je dit, de remettre les choses à leur place. L'abus de faiblesse suppose une vulnérabilité avérée et une manœuvre destinée à obtenir un avantage. Je n'ai demandé aucun avantage, je n'ai reçu aucune somme, je n'ai sollicité aucune modification patrimoniale. Votre inquiétude est légitime, votre insinuation, elle, est diffamatoire si elle persiste sans élément. Mon fils a tressailli, surpris de m'entendre si tranchante. Il oubliait parfois que j'avais vécu dans les conflits sans m'y dissoudre. La femme aux cheveux lissés a fixé ses mains sur le dossier, comme si elle voulait y clouer quelque chose. Alors pourquoi un pax? Pourquoi officialiser? Pourquoi maintenant? J'ai regardé Julien. Il m'a fait un signe imperceptible. Parler. Il voulait que la vérité vienne de moi, non comme un plaidoyer, mais comme une éthique. Parce que nous avons vécu assez longtemps dans l'informel imposé, ai-je répondu. La guerre nous a séparés, les changements de nom nous ont vendus introuvables, et aujourd'hui, si l'un de nous tombe malade, l'autre n'existe légalement pas. Le pax est une façon d'éviter l'humiliation administrative, être empêché d'entrer dans une chambre, d'être informé, de prendre des décisions de soi avec l'accord de l'autre. C'est aussi une façon de ne pas laisser nos enfants décider à notre place par réflexe ou par peur. Le plus jeune des enfants de Julien a baissé les yeux. J'ai cru y voir un trouble, peut-être une compassion. L'homme calculateur a repris. Et la succession? Julien a répondu, enfin, d'une voix plus dure que je ne l'avais entendue jusque-là. La succession vous appartiendra quand je serai mort, pas avant. Un silence net. Maître Lemaire a posé ses mains à plat, comme on ferme une porte. Juridiquement, a-t-il dit, un pax n'enlève rien aux droits des enfants. Il n'annule pas un testament. Il ne crée pas de part réservatrice pour madame. Mais il peut avoir des effets indirects. Droit de logement si stipulé, fiscalité, éventuelle libéralité si elles existent. La fille a murmuré. Voilà, les effets indirects. Je me suis tournée vers mon fils qui n'avait presque pas parlé. Je voyais dans ses yeux la même peur que chez eux. Peur de perdre le contrôle, peur que leur vieillesse de leurs parents devienne un territoire qu'ils ne possèdent pas. « Tu comprends » ai-je dit doucement. Il a hésité, puis a dit « Je comprends que tu veux te protéger, mais j'ai peur que tu souffres. » Je lui ai répondu sans dureté, avec cette lucidité qui n'a pas besoin de colère. « Je souffre davantage quand on me décide pour moi. » Julien a sorti alors une enveloppe, pas un testament, pas une promesse, une simple photographie ancienne, légèrement froissée. Il l'a posée au centre de la table. On y voyait une jeune femme, moi, sur un balcon à Constantine, un pot de lavande à la main. Derrière l'objectif, on sentait une présence. « Ce n'est pas une escroquerie », a-t-il dit, « c'est une vie. » Personne n'a parlé. Et j'ai compris que le vrai procès, celui qui s'ouvrait, n'était pas celui des patrimoines, c'était celui du temps. La difficulté pour nos enfants d'admettre que nous ne sommes pas seulement leurs parents, mais encore des êtres.
Nous avons signé le Pax à un matin clair, sans témoins superflus, sans fleurs, sans discours. Maître le maire a lu les clauses d'une voix posée, comme on lit une partition connue. Solidarité matérielle, aide mutuelle, domicile distinct maintenu. Rien de spectaculaire, rien qui fasse trembler les héritages, juste une reconnaissance, celle de deux existences qui refusent de rester théoriques. En sortant de l'étude, Julien m'a proposé son bras. Je l'ai accepté sans cérémonie. Ce geste, si simple, m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Parce qu'il n'était pas une promesse d'éternité, il était une présence offerte au présent. Nous nous sommes arrêtés un instant sur le trottoir. Paris continuait, sans nous attendre. Les passants ignoraient que pour deux vieillards discrets, quelque chose venait de se réordonner. « Alors, a-t-il dit doucement, nous voilà liés par contrat. »« Par un cadre, ai-je convigé. La liberté a parfois besoin d'un cadre pour ne pas être confisquée. » Il a souri. Nous avons convenu de ne pas vivre ensemble immédiatement, chacun son espace, chacun son rythme. Nous avions appris, trop tôt peut-être, que la précipitation abîme ce qu'elle prétend sauver. Nous nous verrions, souvent, mais sans renoncer à nos solitudes respectives, le luxe ultime à notre âge. Le soir même, chez moi, j'ai ouvert la tablette. L'étincelle affichait encore des profils, des visages souriants, des promesses algorithmiques. J'ai relu notre première conversation. La lavande, le porc, les noms perdus. J'ai pensé à cette machine qui, sans intention, avait rapproché deux trajectoires brisées par l'histoire et la bureaucratie. Elle n'avait ni mémoire, ni compassion. Elle avait seulement calculé des correspondances, âge, lieu, habitude, et pourtant, elle avait touché juste. J'ai fermé l'application. Non pas rejet, par gratitude calme. Je me suis assise près de la fenêtre. Au loin, Notre-Dame se découpait encore dans la nuit parisienne, blessée, mais debout, comme nous. J'ai pensé à la guerre d'Algérie, à 1961, à ces bateaux pleins de vies incomplètes, à ces noms modifiés pour survivre. Nous avions été séparés par des décisions politiques, par des erreurs administratives, par des formulaires trop rapides, et réunis, des décennies plus tard, par un algorithme conçu pour vendre de la compatibilité. La leçon m'a frappée, sans amertume. Le destin n'est pas un poème pur, il passe par des structures, par des lois, par des systèmes. Autrefois c'était l'État, la guerre, les registres. Aujourd'hui ce sont des lignes de code. Mais rien de tout cela ne suffit sans le consentement intime de ceux qui vivent. L'algorithme nous a trouvés. Il n'a rien décidé. La loi nous a protégés. Elle n'a rien imposé. Ce qui a compté finalement, c'est ce geste minuscule et immense à la fois. Choisir encore. À un âge où l'on préfère souvent décider à votre place. Choisir d'ouvrir une archive. Choisir de signer sans se perdre. Choisir d'aimer sans se dissoudre. J'ai pensé à Chloé, à son contrat dessiné au feutre. Elle croyait m'avoir confié à une machine. Elle m'avait, sans le savoir, rendu à moi-même. À 74 ans, je peux l'affirmer sans trembler. Les algorithmes calculent les probabilités, mais le destin, lui, n'existe que lorsqu'on a encore le courage de dire oui. I know a lot of you watch these videos to feel less alone.